Ici Guy Gendron, bienvenue à Tout le monde en parlait. Il y a des moments qui ont tellement frappé l'imagination collective que rien que de les nommer, des images nous reviennent tout de suite en tête. Quand on dit déluge du Saguenay, un événement survenu en juillet 96, on revoit des maisons emportées par les flots et une petite maison blanche qui s'accroche au milieu d'un torrent. Ce qu'on voit moins, ce sont les vies brisées de plusieurs des victimes de ce sinistre que nous rappellent Jean-François Coulombe et Marc Landry. C'est affreux, je pensais jamais de voir de choses comme ça. J'étais dans l'eau, on va chuter les toits. Météo. Bonsoir, Jocelyne. Demain, on sait qu'il va pleuvoir. Oui. Déluge avec ça, peut-être? Bien, quasiment, Maxence. Curieusement, je suis allé le 19 juillet chercher ma fille qui terminait au cégep de Jonquière. Dans le parc, on se disait il va y avoir des problèmes probablement au Saguenay à cause de la pluie abondante qui dure. On s'attend à des quantités entre 40 et 70 mm de pluie. Au cours de cette journée-là, j'étais chez moi. En fin d'après-midi, ça commençait à tomber assez dru. Donc, on commençait à avoir des problèmes sur le territoire. Les cours d'eau qui débordaient, des ponceaux qui étaient affectés. C'est beaucoup de pluie et il va y avoir des orages mêlés à ça. La rue devant chez moi était presque une rivière, en fait. Là. Il y avait beaucoup d'eau. Moi, j'étais au salon après le souper et j'essayais de lire. J'étais incapable de me concentrer. J'entendais rouler des pierres vers le Saguenay. J'ai pris mes affaires, mes bottes de caoutchouc et un gilet de sauvetage et j'essayais de me diriger vers l'édifice municipal. Le vendredi soir, on a eu affaire à aller dans le secteur Grande-Baie, justement. Et déjà, il y avait de l'eau dans les rues. Les gens travaillaient avec des grandes bottes de caoutchouc. Là, on est retourné à la maison sans penser que ce qui est arrivé le lendemain, là, ça pouvait arriver. En sortant du parc, j'ai commencé à recevoir des appels. 19 juillet 1996, 23h24, premier appel d'urgence. L'Anse-Saint-Jean, petite municipalité du Bas-Saguenay, est en état d'alerte. Il y a des résidences qui ont été emportées. Il y a toute une rue qui a été démolie par un cours d'eau. Donc, il a fallu reloger ces gens-là. Et on a même défoncé la porte de l'école polyvalente puisqu'on ne trouvait pas les clés pour entrer, pour créer un lieu pour les personnes sinistrées, pour les rassembler, leur donner de l'information et répondre à leurs besoins essentiels. À Québec, les mesures d'urgence s'organisent. Dans la nuit du 19 au 20, devant la multiplication des appels téléphoniques, j'ai décidé d'ouvrir le centre des mesures d'urgence à Québec, qui est le centre provincial qui coordonne toutes les activités de la province. L'Anse-Saint-Jean se retrouve coupé du reste du monde. Complètement isolé, le service téléphonique ne fonctionne plus très tôt et il n'y a pas de moyen de communication, pas de téléphone, donc même pas de téléphone satellite. Le matin du 20 juillet, pendant que l'Anse-Saint-Jean constate l'étendue des dégâts, un drame frappe la municipalité de la Baie. Aux petites heures du matin, 2 jeunes enfants de 7 et 9 ans, Andrea et Mathieu Paquette-Garceau, ont perdu la vie littéralement ensevelis sous la boue. Annie Larouche travaille à la boulangerie familiale ce matin-là. Là, il y a un client qui est arrivé en état de panique un petit peu parce qu'il venait d'apprendre, il venait de voir la maison des 2 enfants qui s'était effondrée parce que c'était pas très loin de la boulangerie. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'inquiéter un petit peu. Dans le même quartier de la Baie, Nicole Tremblay est au commerce qu'elle et son mari possèdent. C'était la folie au magasin, là. Les gens venaient prendre l'information parce qu'il y avait comme... C'était pas un poste de commandement, mais c'était un grand stationnement. Alors, tu sais, là, les gens de la sécurité publique, ils surveillaient aussi le pont parce qu'on était juste à côté du pont. Je me souviens seulement qu'à la radio, à ce moment-là, tout le monde qui prenait la parole était surexcité. Louis Lemieux est correspondant pour Radio-Canada en Atlantique. Il passe l'été 96 au Saguenay pour compléter son mémoire de maîtrise. J'appelle tout de suite le bureau, puis je demande aux gens à Montréal qu'est-ce qui se passe. Ben, on ne sait pas, il pleut, on a envoyé un reporter.
Alors, je raccroche, et quand j'ai rappelé 15 minutes après, j'ai dit « Est-ce qu'ils sont partis? » Il dit non, puis j'ai dit « Dépêchez-vous, ça presse. » À la baie, la situation s'envenime. Les rivières à Mars et à A se gonflent. Les autorités sont aux aguets. Mon mari commence à trouver que j'étais plus nerveuse. Alors, je sais pas, vers 1h, midi et demi, 1h, il m'a dit peut-être que tu serais mieux de t'en aller à la maison. J'ai demandé la permission parce que le pont était gardé. J'ai demandé la permission pour traverser. On m'a dit oui, vous pouvez traverser. Quand je suis arrivée, il y avait un cordon, là. Là, les policiers m'ont fait sauter. Et là, j'ai traversé, mais je vous assure, là, mon cœur, il battait aussi fort que ce qu'il y avait en dessous de mes pieds parce qu'on sentait, là, il y avait une vibration, là. Il n'y a plus personne qui est passé après moi, apparemment. Là, il y a eu les premiers édifices qui ont commencé à se détruire. Entre autres, je me souviens très bien de la pharmacie qui a explosé. Ça a fait un bruit énorme à ce moment-là. Tout le monde a retenu son souffle. Le 20 juillet, aux premières heures, la 3e escadre de Bagotville intervient. C'est une situation un peu exceptionnelle, l'intervention de l'armée. Habituellement, dans des sinistres où c'est le gouvernement du Québec qui doit faire la demande au gouvernement fédéral pour faire intervenir l'armée. En 1996, au Saguenay, à cause de la proximité de la base de Bagotville, l'armée est intervenue de son propre chef. Avant même que moi je sache que ça allait mal, il était déjà en train d'évacuer des gens en hélicoptère. Il y a eu des sauvetages rocambolesques, dignes de film. Il y a des gens là-dedans qui méritent des médailles d'un bout à l'autre de la poitrine. Oui, il y a des gens qui ont été littéralement secourus à l'aide du treuil et du technicien en recherche et sauvetage. Je sais qu'il y a un autre technicien en recherche et sauvetage qui en a ramassé sur le toit des maisons, ces choses-là, puis l'eau montait. Ça fait que qu'est-ce qui serait arrivé? On le sait pas. Hein. À partir du moment où l'armée s'est installée, moi, j'avais l'impression d'être dans un état de guerre, là, que tout d'un coup, là, j'étais transportée dans un autre pays parce qu'il n'y a plus rien qui était réel autour de moi. Après la pause, le pire reste à venir, car la pluie refuse de s'arrêter. Pour la première fois, le Québec vit un désastre naturel en direct à la télévision. 20 juillet 96. Il pleut toujours sur le Saguenay. Les inondations s'étendent à l'ensemble du territoire. À Jonquière, à La Terrière, à Chicoutimi, à La Baie, des maisons sont emportées, des citoyens sont évacués. Des barrages menacent de céder. La panique s'est emparée de moi à ce moment-là d'une façon incroyable. J'imaginais que tout le monde allait être emporté, mais il y avait vraiment une peur là, que c'était les derniers moments que je vivais. 17 heures, la digue du lac AA cède. Le réservoir se vide, il emporte une partie du village de Ferland et Boileau. Le torrent déferle sur la ville de La Baie qui se retrouve coupée en deux. Les habitants du quartier Saint-Alexis sont isolés. On voyait passer des maisons, puis des voitures, puis des remises. Hey, check back partie là. Tu sais, tu voyais, là, c'était... là, ça devenait alarmant. J'étais comme prête à prendre conscience qu'on allait y passer aussi, mais tu veux pas le croire, hein? Les premières heures, il y a eu de la panique. Tant qu'on n'a pas su que le pire était passé, il y avait tellement de raisons de penser que ça pouvait vraiment mal tourner. S'il y avait un des barrages, Louis vous a parlé tout à l'heure, le portage des roches qui cédait, il dit que là où on est présentement, on serait inondé dans les 5 minutes qui viennent. Alors lui craignait ça. Il m'a fait un peu peur. Et là, pendant plusieurs heures, c'est le stress. Et pas juste les médias, tout le monde, les policiers, tout le monde. Attention, c'est pas en flot à céder, on évacue les lieux. Les rivières n'en peuvent plus, tout déborde. La centrale est éventée, les turbines n'ont pas tenu le coup, ils ont explosé. Ce qu'on appelait une rue, il y a à peu près 2 heures, maintenant est transformé un immense lac de poux et d'arbres et de pierres. C'est affreux, je pensais jamais de voir de choses comme ça. C'est désolant. On n'a plus de mots, on n'a plus de clichés, pourtant les journalistes sont en là. Il y a plusieurs personnes qui sont toujours portées disparues, des villages qui sont complètement isolés. Est-ce qu'on charrie? Je ne me demande pas si c'est la vérité, je me demande si vous avez aussi peur que tout le monde, là, vous. C'est évident qu'il y a un désastre naturel, on s'en rend bien compte.
On a fait tourner des images aériennes le dimanche après-midi. C'est la première fois que du haut des airs, on a vraiment pu prendre la mesure de ce qui était en train de se passer. La maison qui part, là, on est compté au moins 7 qui tournaient en rond dans le bassin avant de partir. Derrière moi, pour l'instant, je la vois pas, mais il y a une maison qui circule dans le bassin. Il y a des maisons qui s'écroulent sur les ponts. Il y a des maisons qui s'abattent dans... Il y a un édifice à logement deux édifices à logement de 24 logements qui se sont engouffrés dans le nouveau lit de la rivière à Jonquière ce matin. Et il y en a 6 autres qui s'apprêtent à faire de même. Ça vous donne une idée, là. Je trouve que les images sont pas représentatives du son qu'on entendait quand on était sur le lieu. Tout le bruit que ça pouvait provoquer, ça, c'est comme un tremblement de terre constant. La terre vibre toujours un petit peu, puis il y a un grondement immense qui se fait entendre tout le temps, parce que la terre se fait gruger. On entendait des bruits de bois qui se cassaient aussi. On a même vu des vaches, en fait, sur le courant se faire emporter, parce qu'il y a plusieurs fermes qui ont été emportées à ce moment-là. Donc, on voyait même des vaches, des voitures flotter sur l'eau. C'est des images qu'on n'oublie pas. C'est la première fois qu'on vivait au Québec une crise majeure, ensemble, collectivement, en direct à la télé. Vous, là, à quel moment est-ce que vous avez allumé? Vous avez dit, oh, là, ça marche plus, là. Là, il y a un problème. À quel moment vous avez dit ça, là? Ben, c'est hier soir, je pense, avec les bulletins de nouvelles là, qui étaient diffusés. On s'en est aperçu à ce moment-là. Le pays découvre ce qui se passe au Saguenay. Les téléspectateurs voient la situation évoluer d'heure en heure. Les informations données à chaud et en direct entraînent des dérapages. Je me souviens de médias qui disaient qu'il y avait 2 municipalités qui étaient disparues de la carte. Ferland-et-Boileau et L'Anse-Saint-Jean, complètement disparues. La seule nouvelle qu'on a entendue, c'est quand on a passé dans le parc que L'Anse-Saint-Jean était inondé. Et L'Anse-Saint-Jean inondé, là, c'est ta famille qui est là, tes enfants qui sont là, puis ta maison qui est là, puis tu sais pas. Tu sais pas plus que ça, là. Moi, je trouve que ce qui est une valeur, là, quand ils sont pas capables d'avoir des nouvelles jusqu'à nous. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer la panique que ça peut créer chez des gens qui sont à l'extérieur du territoire et qui ont des parents chez nous. C'est affreux. Je vais retourner voir mes enfants, ma mère est là, mes soeurs, mes frères. Je retourne chez nous. Parents et amis cherchent à revenir dans la région, mais les autorités bloquent la route en direction du Saguenay. Il avait été jugé préférable d'interdire la circulation vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean de la part de gens qui n'allaient là que par curiosité. Au début, ça peut être mal appliqué parce que je sais qu'il y a des cas qui m'ont été soumis que des gens voulaient retourner ou revenir dans leur région pour s'assurer que leur famille est en sécurité puis qui avaient été empêchés de partir, de passer. Cette dame sait que sa maison est inondée. Elle l'a vu à la télévision. On a vu que tu étais dans l'eau, on va jusqu'à les toits. Et là, vous êtes bloqué ici depuis quand? Depuis hier. Qu'est-ce que les policiers vous disent? Ils ne veulent pas nous faire passer. Mais très rapidement, des consignes ont été données de réouvrir pour les citoyens du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui devaient aller prendre connaissance de la situation. Les précipitations cessent le 21 juillet. Le Saguenay a reçu jusqu'à 280 mm de pluie en 48 heures. Du jamais vu. Le premier bout d'asphalte sèche que j'ai vu, j'ai fait comme le pape. Je me suis penchée pour l'embrasser. C'est complètement ridicule, mais c'était un soulagement immense. Une fois le pire passé, là, c'est l'incrédulité d'apprendre et de comprendre ce qui s'est passé. À quel point on est passé proche de la grande catastrophe. À quel point ça a fait mal. L'incrédulité à tous égards, là, parce que les images de destruction qu'on allait trouver après coup, une fois que l'eau se retire, c'est désolant. Il n'y a pas d'autre mot. Après la pause, on prend la mesure de la dévastation. Une région entière doit se retrousser les manches pour nettoyer et reconstruire. La semaine prochaine, les suites du déluge du Saguenay. Bien sûr, c'est la nature qui a frappé, mais on se demande à quel point la main de l'homme y est pour quelque chose. Le téléjournal avec Michel Vien. Bonsoir, mesdames, messieurs. Le soleil s'est montré aujourd'hui dans l'est du Québec, mais c'est pour mieux nous faire voir la pleine mesure du drame qui frappe cruellement les populations touchées par les inondations du week-end.
Il y a comme une dépression généralisée là, qui a engouffré le Saguenay. Bilan, plus de 400 habitations détruites, 16 000 personnes évacuées. Les routes étaient brisées. On ne pouvait pas circuler facilement d'une municipalité à l'autre. Donc, on a eu le concours des Forces armées canadiennes pour nous permettre de nous déplacer d'une municipalité à l'autre et d'aller offrir aussi des services de première nécessité à des municipalités qui étaient isolées. L'urgence, rétablir les liens routiers et relocaliser les sinistrés. La base militaire de Bagotville se transforme en camp de réfugiés. 1500 évacués de la baie débarquent. Ceux qui n'ont ni parents ni amis pour les accueillir dans la région pourront passer la nuit et le temps qu'il faudra, en fait, sur la base, transformée d'urgence en camp de réfugiés. Ils ont été évacués, nous autres, ce vendredi soir, en samedi, à 3h30 dans la nuit. On faisait juste de se coucher, puis là, ils nous ont dit évacuer, ça presse. J'ai retrouvé ma soeur. Ça faisait 3 jours qu'elle est partie, elle n'a pas vu ses enfants. Et là, elle va bien? Tout le monde est correct? Oui, ça va bien, il n'y a pas de problème. Mais ça fait plusieurs jours, je l'entends, l'hélicoptère, mais je ne pensais pas l'embarquer dedans, par exemple. Moi, j'ai pas été évacuée par hélicoptère. Je n'ai pas eu cette chance de faire un tour d'hélicoptère dans ma vie. C'était mon frère, à l'époque, qui m'a rapporté chez ma mère, au chalet, avec mes parents. On l'a senti tout de suite quand on s'est retrouvés. Il y a eu quelque chose de beaucoup plus chaleureux, de beaucoup plus proche. Mon mari est arrivé, il est revenu le dimanche soir. Il était pas mal ravagé, ce pauvre lui. Il avait trouvé ça, il avait souffert beaucoup. Il était allé voir, lui, le dimanche matin. C'était... il aurait tombé une bombe. Tu sais, tout était gris, c'était juste la terre, la pierre. C'était l'apocalypse, c'est pas mal, hein? Le déluge laisse derrière lui la désolation, mais un symbole frappe l'imaginaire collectif. La petite Maison-Blanche. C'est moi qui ai commencé à la prendre comme référence. Et j'ai aucun mérite, parce que du haut du point d'observation où j'étais, c'est celle qu'on voyait le mieux de ma caméra. Vous voyez la petite Maison-Blanche, là? Bon. Parce qu'on voulait expliquer qu'il n'y avait plus de maison à côté, mais qu'il y en avait eu quelques heures avant. C'est devenu un symbole. C'est plus qu'un symbole. Parce que c'est une survivante. La maison elle-même. On l'a vu se battre. On l'a vu se faire battre. On l'a aimée. La petite Maison-Blanche, là, moi, j'en ai soupé. Parce que t'écoutais, puis c'était toujours, tu sais, la petite Maison-Blanche, quand tu voyais ici le secteur qui était dévasté au complet, puis tu sais, le déluge, c'était quelque chose. Mais l'année d'après, là, de travailler là, aussi fort pour se reconstruire, de travailler aussi fort pour gagner ta place, ça, c'était du courage. Les sinistrés doivent reconstruire leur maison, leur entreprise, leur vie. Je suis née dans cet édifice-là. C'était plus que ma maison, c'était mon terrain de jeu. Mais là, je me ramassais avec plus rien, complètement plus de logis, plus de travail non plus. C'était notre gagne-pain, nous, hein? Notre gagne-pain, notre fonds de pension et celui de mon mari et des enfants. Ça m'a grugé beaucoup au début, là. Penser à ça, là. Il n'y a pas personne qui a vécu le déluge, qui n'a pas son histoire, qui n'a pas sa vie qui a changé. On me dit encore, minimum une fois par semaine, « Ah ouais, le gars du déluge! » C'est correct. Ça fait partie de ce que j'ai fait, de ce que j'ai été, de ce que je suis. Les 19 premières années de ma vie sont devenues des souvenirs, tout simplement. C'est plus des choses qui existent dans le réel. Je fais exprès dans ma vie pour me créer des bons souvenirs, même s'ils ne sont pas matériels. Mais je m'en crée des matériels aussi, que je disperse maintenant partout comme un petit pousset, parce que je veux pas garder tous mes souvenirs au même endroit. J'ai pas envie que ça se perde tout d'un coup. On peut pas vivre de tels événements sans nous marquer pour la vie. C'est impossible. Quand il pleut longtemps, j'entends des fois le grondement de la rivière que j'ai entendu au mois de juillet 96 dans ma tête. Je sais que c'est pas vrai, mais je perçois le grondement, même la vibration un peu du sol quand il pleut trop longtemps. Trop longtemps pour moi, c'est peut-être 1 heure ou 2. C'est pas beaucoup. Quand il tombe encore une pluie abondante, là, moi, je me lève souvent et je vais voir. Je surveille les cours d'eau, ceux qui sont à proximité de chez moi. On reste comme ça, on reste marqué, on reste fragile.
Bilan du déluge, 10 morts et plus d'1 milliard de dollars en dommages matériels. Dans les semaines qui suivent, une commission est mise sur pied pour se pencher sur la gestion des barrages pendant la crise. La reconstruction, elle, s'étendra sur une dizaine d'années. Il y a une chose importante que j'ai retirée de ça, c'est de prendre le temps de vivre les événements qu'on vit, même s'ils sont pas faciles à vivre. Ça, c'est une grande leçon que j'ai tirée de ça. On ne peut plus affronter des situations d'urgence sans aucune préparation. Il fait 51 jours de déluge au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans toutes les régions, avant d'arrêter, parce que c'était aussi fou et aussi vaste et aussi hallucinant que ça.